arrêter de chercher, écouter. Avec un soin énergétique, je viens écouter ce que l'autre n'est pas forcément en mesure de verbaliser. Ce qui se passe en elle, en lui, et ce que l'énergie a à me dire. Mettez de la joie. Parfois, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette joie ou qu'elle n'est pas là assez souvent. C'est intéressant et c'est important de se dire, mais qu'est-ce qui me procure de la joie? Comment est-ce que je fais pour me mettre en joie? Une chanson, un câlin, en conscience, peu importe, mais chercher de la joie. Il y a tellement de choses qu'on fait par automatisme, qu'on fait parce qu'on les a toujours fait, qu'on fait parce que tout le monde les fait, sans se demander, en fait, est-ce que ça me va? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça me correspond? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bonjour et bienvenue dans Maman parisienne ou pas. Ce podcast est né d'une conviction simple, on ne naît pas maman, on le devient. Ici, on ne culpabilise pas, on ajuste, on avance. Bienvenue. Charlotte, bonjour! Bonjour Cyrielle. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Maman parisienne ou pas. Merci d'avoir accepté de revenir. Aujourd'hui, on va parler de ta reconversion. Merci à toi. Tu n'as pas juste changé de boîte ou de métier, tu es passé du monde très concret du business au monde beaucoup plus spirituel de l'énergie. Est-ce que, pour commencer, on peut faire un flashback 10 ans en arrière? À quoi ressemblait ton ancienne Charlotte, celle qui courait dans tout Paris avec son attaché-caisse? Elle avait quelques rides en moins déjà, ça c'est sûr. Je pense que ce qui me caractérisait beaucoup à l'époque et qui me caractérise moins aujourd'hui avec cette reconversion, comme tu le dis, la Charlotte de l'époque, c'était vite. Tout allait vite. Je marchais vite, je parlais vite, je mangeais vite, je faisais tout vite. Parce qu'il y avait cette espèce de pensée, et puis de conditionnement, de croyance et de certitude que plus j'allais vite, plus je pouvais en faire. Et à l'époque, mon surnom, c'était un peu Madame Plus. Il fallait toujours plus. Donc, je voulais plus. Donc, il fallait que j'aille vite, comme ça, je pouvais en faire plus dans ma journée. T'en avais conscience? Ouais, mais je voyais vachement ça comme une force. Pour moi, c'était une grande qualité que de pouvoir faire les choses vite, d'être rapide d'esprit, de pouvoir gérer plein de trucs en même temps, d'être, tu vois, ce côté un peu à la fois multitask et hyper efficace. Pour moi, c'était une vraie force. Donc, j'en étais hyper consciente et j'en étais contente. Et un jour, ton corps a crié stop? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben non. Ça arrive souvent que le corps crie stop. Chez moi, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il y a eu quelques fois où le corps a crié stop. Des douleurs hyper inexplicables, inexpliquées, où je me suis retrouvée passer une nuit à l'hôpital, on a fait des tests dans tous les sens, on n'a rien trouvé. Où là, je me suis dit, bon, faut peut-être commencer un petit peu à prendre soin de ton corps, à faire plus de sport. Et j'ai eu des petits soubresauts comme ça. Mais ce qui vraiment a fait que j'ai tout arrêté, c'est la vie, c'est l'univers et c'est notre cher Covid qui a fait que du jour au lendemain, mon activité en fait a cessé. Et moi avec. Donc j'avais monté ma société quasiment 10 ans avant le Covid, qui fonctionnait très bien. On avait une trentaine de collaborateurs, on avait fait plusieurs levées de fonds, on avait fini par vendre notre société. Et à la première semaine du Covid, les gens qui ont racheté notre société nous disent en fait, on arrête tout court parce qu'on n'a plus assez de visibilité sur la rentabilité à venir, sur le succès à venir, et on ne peut plus prendre ces risques-là dans un monde qui devient tellement incertain. Donc, on arrête tout. Donc, me voici en plein Covid, à l'arrêt, avec 2 enfants en tout bas âge. La dernière avait 1 an et demi à peine. L'aîné avait 3 ans et demi, donc c'était pas non plus une très grande. Un mari qui travaillait full-time à la maison et moi dans tout ça qui me retrouve avec plus rien. Mais contrairement à ce que peuvent vivre beaucoup de personnes qui sont dans ce chemin de tout s'arrête, enfin pas un chemin plutôt, mais face à ce constat que tout d'un coup tout s'arrête, bah moi le monde entier s'est arrêté. Donc j'étais pas du tout à contre-courant. J'étais dans un mouvement mais complètement en phase avec l'univers et avec la grosse partie du monde qui, de toute façon, on était en plein Covid, tout le monde s'arrêtait. Donc quand tu dis que tu étais en phase avec l'univers, tu l'as bien vécu? Comment tu l'as vécu Je l'ai super bien vécu. À part le fait de devoir dire au revoir à nos 30 collaborateurs par Zoom, ça c'était un peu compliqué, leur annoncer qu'on n'allait pas se retrouver quand le Covid arrêterait, ça c'était dur. Mais mis à part ça, j'ai très vite senti que de toute façon, et on l'avait déjà pressenti avec mon associé avant, qu'on arrivait un peu à une fin de cycle. Et donc, c'était assez sain de se poser la question de qu'est-ce qu'on avait envie de faire après. Donc, j'avais déjà un peu initié ces réflexions en moi, mais de manière très tranquille et vraiment en filigrane. Mais j'avais commencé à pressentir qu'il y avait la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Mais tu ne savais pas de quoi? Absolument pas de quoi. Et donc, voilà. Et donc, je n'ai pas du tout mal vécu. Je me suis dit, c'est super, j'ai du temps.
Donc, je vais prendre du temps, je vais savourer mes enfants, et puis je vais pas, moi, essayer d'être là, à refaire un CV, à monter une boîte, alors que tout le monde, encore une fois, était à l'arrêt. Donc, je dis, moi, je vais faire comme le monde nous le demande, et donc, je vais me mettre à l'arrêt. Et enfin, un arrêt, on s'entend en tant que maman, hein, j'avais quand même, encore une fois, 2 enfants en bas âge, donc l'arrêt est quand même limité. Donc, mes journées, je les passais beaucoup à m'occuper de mes enfants. Et tu découvres le yoga à ce moment-là? Pas exactement. J'avais découvert le yoga déjà quelques années. Alors moi, j'ai vraiment découvert pour les premières fois le yoga enceinte, les 2 fois. Donc en 2015 et ensuite en 2018, j'ai fait du yoga prénatal, ce qui m'a pas transcendée, pour être tout à fait honnête, parce que ça correspondait pas forcément ni à mes besoins physiques ni émotionnels. Enfin, mais j'en faisais, histoire de cocher la case. C'est bon, je suis enceinte, donc je fais du yoga. J'allais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté, donc la réponse c'est rien. Ça m'a pas rien apporté. Ça m'a apporté la prise de conscience que parce que j'étais enceinte, alors même que j'étais chef d'entreprise, parce qu'enceinte, je m'autorisais du temps pour moi. Et c'était non négociable. Quoi qu'il arrive, j'allais à mon cours de yoga, je ne sais plus, hebdomadaire ou 2 fois par semaine, prénatal. Et parce que j'étais enceinte, personne ne le contestait. Et personne ne le voyait d'un mauvais œil. Personne ne disait, la bosse, elle va au sport. Non, c'était, c'est normal, elle est enceinte, elle prend soin d'elle. Donc ça m'a déjà fait un premier petit truc de me dire, comme je suis enceinte, c'est OK de penser à moi. Parce qu'à l'époque, quand tu prenais du temps pour toi, il y avait cette notion de culpabilité. Je sais même pas si j'en prenais, en fait. En fait, non, c'est pas exact. J'en prenais pas, mais, et c'est une des choses qui a profondément motivé le fait que je monte ma boîte, si j'avais voulu en prendre, j'aurais pu en prendre. Et moi, ça me suffisait à l'époque. Parce qu'en fait, pour moi, la notion de liberté est quelque chose d'absolument central dans mes besoins, dans mes valeurs, de me sentir libre, de ne pas me sentir emprisonnée, piégée, enfermée. Ça, pour moi, c'est fondamental dans mon bien-être. Et ça, j'en avais conscience. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté le monde de l'entreprise dans lequel j'étais avant de monter ma boîte, où en fait, moi, je ne comprenais pas le principe de devoir valider avec un boss un jour de congé. Quand je voyais mes collègues plus âgés qui négociaient pour pouvoir aller au spectacle de danse de leur fille, je me disais, mais on marche sur la tête, mais moi, je ne veux pas vivre comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais quitté le monde de l'entreprise et que j'avais monté ma boîte. Et donc, je me sentais libre. Donc, je savais que si je voulais aller chercher ma fille à 16h à l'école, je pouvais le faire. Personne ne me dirait rien, c'est moi qui étais en haut de la pyramide. Et le simple fait de pouvoir le faire suffisait à ma paix intérieure. Maintenant, je l'ai jamais fait. Quand j'étais en place et que j'avais ma fille, je ne suis pas allée la chercher une fois à l'école à 4h30, parce qu'à 4h30, j'étais en plein milieu de ma journée. Mais le fait de savoir que si je voulais, je pouvais, ça me suffisait. Et puis, en septembre 2019, sur un coup de tête, je me revois, j'étais au bureau avec, il y avait une stagiaire à côté de moi que j'aimais beaucoup, et je vois passer une retraite de yoga. Donc maintenant, vraiment, je ne faisais pas de yoga à l'époque, mais dans un lieu qui avait l'air magique au Maroc. Et je lui montre, je lui dis, regarde, ça a l'air sympa. Elle me dit, mais vas-y, fais-le, tu fais jamais rien pour toi. Allez, prends ces 5 jours, ça va être trop beau, franchement, vas-y. Et là, elle me dit, YOLO. Donc là, je la regarde, je dis, désolée, je ne parle pas ton langage. Donc elle m'explique. Ça veut dire quoi, YOLO? You only live once. Donc on ne vit qu'une fois. Donc déjà, YOLO, vous voilà. notez. Et donc là, ni une ni deux, je sors ma carte de crédit, je m'inscris à cette retraite. Maintenant, je n'avais pas checké les dates, je n'avais pas parlé à mon mari, je n'avais rien regardé du tout, mais je m'inscris et basta. Et donc me voilà 6 mois plus tard, peut-être, en septembre, Marrakech, dans le désert, yoga. dans le désert marocain, à faire une retraite yoga, qui a été un moment absolument clé dans ma vie, un moment absolument transformateur. C'est la révélation. Ouais, une révélation, mais une révélation très floue. Juste une révélation de... Il s'est passé un truc. En fait, c'était la première fois de ma vie que je partais seule, que je partais pour moi, et c'est tout. C'est-à-dire ni avec mon mari, ni avec mes enfants, mes copines, ma mère, personne, juste moi. Et c'était inédit chez moi, c'était dingue. Mais moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a été le moteur de cette décision. C'était juste parce que c'était beau, ça avait l'air sympa, tu t'es dit, tiens, il n'y avait pas ce besoin de te retrouver seule, de faire quelque chose pour toi. Pas du tout. Il y a eu un mélange de plein de choses, je pense. Il y a eu l'intuition de me dire, allez, vas-y, en fait, cette espèce d'impulsion un peu de folie de me dire, vas-y. Mais vas-y, pourquoi? Parce que pourquoi pas? Parce qu'au fond, t'en as envie, parce qu'au fond, qu'est-ce que t'as à perdre? Et vraiment, quand j'ai réalisé, je me dis, attends, dans le pire, parce que vraiment, encore une fois, on replace, je ne faisais pas de yoga à l'époque. Donc, je me dis, de toute façon, dans le pire des cas, le lieu a l'air dingue. Il y a une piscine qui a l'air magnifique. Tu te prends ta pile de bouquins. Au pire, si c'est que des nanas à qui t'as pas envie de parler, tu te mets sur ta piscine. Tu fais un peu de yoga le matin, un peu de yoga le soir et tu bouquines. Et tu vas te faire 5 jours de break. Et c'est trop cool.
Et finalement, ça se passe comment sur Ça place? se passe pas du tout comme ça, évidemment. Finalement, on était 19 femmes, dont beaucoup qui sont aujourd'hui dans mes amis très proches, encore Incroyable. aujourd'hui. C'est rare Alors de qu'elles se faire habitent- des amitiés sur le tard comme Ouais, ça aussi. C'était fort. assez dingue. Et dont la plupart n'habitent pas Paris. Donc, il y a vraiment une volonté de part et d'autre de conserver le lien. Donc, je rencontre 19 femmes incroyables. Alors, évidemment, tu ne copines pas avec tout le monde, mais il y en a certaines avec qui on crée des liens très forts. La professeure de yoga qui est là-bas est une femme solaire, magique, qui transmet énormément de choses. Et en fait, donc, c'est la première fois que je pars pour moi. Donc, hyper fière de dire je me choisis, tu vois. Déjà, à l'époque, j'avais ce truc-là placé quelque part. Et en fait, pendant tout ce voyage, il se passe plein de choses que je réalise pendant des pratiques, pendant des marches dans le désert, au gré de discussions avec des gens, au gré de feedback que j'ai des autres. Et je rentre de ce voyage et je qu'est-ce retrouve que mon tu mari réalises? et je dis à mon mari, écoute, c'est trop bizarre, il s'est passé un truc. En fait, je suis partie pour moi et je réalise que moi, c'est les autres. Et je répète ça en boucle. Moi, c'est les autres, je sais pas, je sens qu'il s'est passé un truc, que j'ai pris un chemin, que je suis sur un chemin. Enfin, ça ne voulait rien dire et en même temps, c'était une évidence pour moi. Il y avait vraiment cette sensation de quelque chose de limpide, d'hyper aligné en moi, de ça y est, cocotte, t'as déjà démarré un nouveau chemin. Mais alors lequel? Aucune idée, quoi. Moi, Mais- c'est les autres dans le sens où je veux aider les Je autres. ne sais veux- pas. À cette époque-là, je n'ai pas plus d'informations que moi, c'est les autres. Et je répète ça en boucle. Moi, C'était c'est comme les si autres. c'était l'univers qui t'avait envoyé Ouais, je cette sais pas. phrase. Ouais, j'ai cette espèce de Toute faite. truc. Et donc, je le dis à mon mari, qui, avec son esprit très cartésien, me dit fais des RH. Alors, je pas lui du tout, Non, toi. je lui dis mais c'est pas le sujet. Et donc, je lui réponds écoute, c'est pas une question d'orientation professionnelle, même si au fond de moi, je sais que ça va découler sur un changement professionnel, mais c'est quelque chose de plus profond que ça que j'ai compris. Et donc là, c'est un peu brouillard, quoi, parce que j'ai ce truc-là, mais en même temps, je suis encore très heureuse dans ma boîte et puis chef d'entreprise, donc il ne s'agit pas juste de démissionner, quoi. C'est toi qui es à la tête, donc tu On t'arrêtes est pas combien comme de ça. temps avant le Covid, là? On est septembre 2019, Ah oui, donc donc on est quelques 3 mois à ouais. peine, quoi. Et donc voilà, et donc j'en parle à plusieurs personnes, notamment à une copine qui me dit, écoute, suite à ça, appelle cette nana qui est géniale, qui fait de la numérologie, et peut-être que ça va t'aider à y voir plus clair. Alors, je dis, moi, la numérologie, à cette époque-là, mon niveau de spiritualité, il est niveau ras les pâquerettes, néant, bon. Donc, je dis, bon, ok, elle me dit, je te jure, ça va t'épargner 10 ans de psychanalyse, vraiment, vas-y. Donc, je l'appelle. Et donc je donne à cette femme que je ne connais pas, je lui communique en amont ma date de naissance et mon prénom et mon nom de jeune fille. Bon, et puis elle me rappelle quelques temps après, elle me raconte mon thème de numérologie. Donc elle me décrit ma personnalité sous plein d'aspects différents. Et ça correspond. Ça correspond vachement, et puis moi je trouve ça tout à fait normal. Donc je dis oui, très bien, oui, d'accord, ok, parfait, merci, oui, ça me parle, merci, au revoir, je raccroche. Bon, je me dis bon, ok, c'est cool. Je raconte à mon mari. Donc là, on est juste avant le Covid. Et lui est bluffé. Lui me dit, mais tu lui as dit quoi? Je lui dis, rien. Je lui ai dit ma date de naissance et comment je m'appelais. Et il me dit, mais c'est dingue parce qu'elle dresse un portrait de toi d'une justesse et d'une précision. Il dit, même moi, je ne sais pas si j'aurais pu employer des termes aussi justes pour te décrire. Pour bluffer un cartésien avec... Ouais, vraiment. Et c'est à travers son regard que je réalise, ah bah oui, tiens, c'est vrai. Quand même, c'était assez fort de sa part. Donc, ça me fait relire tout le thème d'une manière un peu différente, et notamment un aspect où, sur l'aspect de ma relation avec les autres et avec la spiritualité, j'avais des chiffres un peu particuliers. Et donc, cette femme qui est devenue très proche de moi aujourd'hui, mais que je ne connaissais pas du tout à l'époque, me disait « Ah oui, alors vous avez tel chiffre dans cette sphère, c'est particulier. » Donc, je dis « D'accord. » Elle m'a dit « Mais c'est vraiment très particulier. » Donc, je dis « D'accord. » Elle me dit « En fait, je ne connais personne qui a ça. » Donc là, il y a mon côté égo qui est au plane à 12 000, qui est trop content. Ah ouais, moi je suis spéciale, c'est génial et tout. Qu'est-ce que j'ai? C'est super. Et ce qu'elle dit, en fait, vous, votre spiritualité, elle passe par les autres. Et elle me dit pas exactement la phrase, mais peut-être même que si. Vous, c'est les autres. Ouais, elle ressort ce truc de vous, c'est les autres. Donc là, tout se met en place. Je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. Donc il y a un chemin par la spiritualité pour atteindre les autres. Bon. Et donc là, pendant 48 heures, c'est le branle-bas de combat dans ma tête. Mais comment je fais? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je commence à m'acheter plein de bouquins, à lire plein de trucs. Comment je fais et tout. Et ça bouillonnait tellement dans ma tête que je décide de la rappeler, cette femme. Et je dis, écoutez, je suis désolée de vous embêter encore, mais en fait, moi, c'est les autres, ça, ce 9 dans le 9, je sais pas quoi en faire. Ça m'excite vachement, mais c'est trop, quoi. Je sais pas ce que j'en fais.
Et donc, elle me dit, calmez-vous, tout va bien, enfin, c'est déjà là, enfin, il n'y a rien à faire, en fait, tout est là. Et donc, depuis ce jour, elle m'a accompagnée, et notamment beaucoup pendant les périodes de confinement, on s'est vu beaucoup par Zoom ou au téléphone, à développer toute cette spiritualité, l'énergie, la médiumnité et tout plein de choses qui s'en sont suivies. Et elle m'a surtout appris à me faire confiance, à écouter cette petite voix. Et donc, suite à ce premier contact, shutdown, confinement, j'ai du temps. Donc, je dis à mon mari, évidemment, je vais gérer la maison et les enfants puisque je ne travaille plus et toi, tu travailles. En revanche, je me connais suffisamment pour savoir que je ne peux pas le faire H24 parce que ce n'est pas mon tempérament. Et puis, encore une fois, 2 semaines avant, on avait une magnifique nounou qui s'occupait quand même de nos enfants du matin au soir. J'arrivais à 19h30 chez moi. Donc, le changement était quand même assez radical. Comment tu l'as vécu ? Hyper bien, dès lors que j'avais plus mon travail. La semaine où j'ai jonglé avec les deux, c'était l'enfer. Et vraiment, mais je voue une admiration à toutes ces femmes et ces hommes qui, pendant tous les mois du confinement, ont travaillé full-time avec des enfants, mais je ne sais vraiment pas... Enfin, moi, je n'aurais pas pu, je pense. Je pense que ça aurait pu très mal finir. On a pu faire la une des faits divers d'une quelconque manière. Donc, heureusement que la vie m'a fait m'arrêter. Et donc, j'étais hyper contente d'avoir du temps pour mes enfants. On a chanté, on a dansé, on a fait cuisiner, on se connectait sur le Zoom de la grande. La petite apprenait à parler. Enfin, c'était des moments merveilleux. On a construit des cabanes. Bon souvenir de ce super confinement. Génial. Et j'avais donc dit à mon mari, par contre, je sais qu'arrivé à 13h30, au moment de coucher la petite, j'ai besoin d'un moment pour moi, parce que j'aurais fait toute la matinée et tout. Je veux, moi, avoir 1 heure pour moi. Et pareil, vers 17h, 18h, au moment du bain, de les sortir un peu l'après-midi, etc. Ce à quoi il avait évidemment acquiescé. Et donc, j'avais comme ça, 2 fois dans la journée, une grosse heure pour moi. Et c'est des moments, on était donc à Paris, donc il n'était pas question d'aller me mettre en extérieur, mais j'étais dans ma chambre, quoi, et les filles savaient, elles ne venaient pas, et mon mari les gérait, pendant lesquels j'ai beaucoup lu, plein de trucs, tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui me faisait envie, tout ce qui m'intéressait. Donc là, je me suis ouverte à plein de domaines que j'avais jamais été explorés avant, comme la lune, comme les cycles féminins, comme l'énergie, comme l'hypnose, comme la psychologie, comme la psychanalyse. Enfin, vraiment, j'ai dévoré un nombre de bouquins hallucinants. Je me suis formée sur des petites formations en ligne aussi sur des sujets qui m'intéressaient. Je me suis formée au cercle de femmes, alors que je n'avais jamais participé à un cercle de femmes, mais je me suis dit, au-delà de participer, j'ai envie d'animer des cercles de femmes. Ça me plairait un jour, ça m'amuserait un jour. Donc, quand tu as animé ton premier cercle de femmes, tu n'avais jamais participé à un cercle de femmes avant ? Non. Ou peut-être j'avais été à un avant, mais histoire de, mais non. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, et ça m'est revenu bien après. Ça m'est revenu quand j'ai animé ma première retraite de yoga, donc des années plus tard. En fait, il y a eu une fois notamment où, dans le désert au Maroc, à la fin d'une pratique de yoga, on fait ce qu'on appelle un shavasana, qui est le moment le plus important de la pratique, où juste on est allongé et on ressent tous les bénéfices de la pratique. Et parfois, il arrive que pendant cette période, on ait des idées, pendant cette pratique-là, on ait des idées qui fusent, on ait des pensées, des choses, parce que le corps a beaucoup relâché, etc. Et en fait, tout d'un coup, j'ai vu donc cette prof de yoga, Priscilla, que j'aime de tout mon cœur, qui était là, et je me suis dit, waouh, mais en fait, j'adorerais faire ce qu'elle fait. J'adorerais animer des retraites, j'adorerais guider comme elle guide, et voilà. Mais à la seconde où je le pense, j'ai mon mental qui dit, mais meuf, tu sais pas faire de yoga. T'es chef d'entreprise, tu fais pas de yoga, de là à emmener des gens en retraite, enfin, t'es complètement barge, quoi. C'est un rêve qui n'existe pas, enfin... Qu'est-ce que t'aimes là-dedans ? Mais en fait, le fait d'emmener des nanas dans des lieux à l'étranger, de les élever, de les... Enfin, vraiment, j'ai eu ce flash de me dire « Ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire ». Donc, je spoil un peu. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors, explique-nous comment tu as construit ce pont entre ce que tu voulais faire et le passage à l'action. Sans chercher à passer à l'acte, en fait. Et c'est vraiment ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui et qui sont dans des périodes de grande remise en question professionnelle ou personnelle. Je dis, mais arrêtez de chercher, écoutez. Et la vraie transition entre ma Charlotte d'avant, qui juste allait très vite et faisait plein de trucs, et celle que je suis aujourd'hui, c'est que je m'écoute beaucoup plus. Et pendant cette période de confinement, j'ai arrêté de chercher à faire, j'ai arrêté de chercher à comprendre, j'ai arrêté de chercher à meubler des to-do list en permanence. J'ai juste... chercher à être. Ouais, j'ai juste été, j'ai juste lu ce qui m'intéressait, écouté mes intuitions. Donc, ce qui s'est passé pendant le confinement aussi, c'est qu'on cherchait avec les adultes de ma famille, et notamment les femmes adultes de ma famille, ma mère, ma soeur, ma belle-sœur, ma belle-mère, etc., un moyen de se donner un rendez-vous quotidien pour garder un lien.
Et j'ai proposé, parce que j'en avais fait un tout petit peu avant, mais vraiment genre 3 semaines, mais je leur ai dit, écoutez, j'ai jamais fait, mais je peux essayer, si vous voulez, de guider des méditations. Et puis, on voit ce qui se passe. Elles n'avaient jamais médité de leur vie, elles ont dit, OK. Et donc, on s'est donné rendez-vous le lendemain, et sans rien préparer, on a allumé Zoom, et puis j'ai commencé à guider des méditations. Mais comment ? Comme ça, je sais pas. Je me suis mise à parler. J'ai vraiment pas cherché à étudier les trucs avant, à me rendre compte ce que c'était. En fait, moi, je le faisais dans ma tête depuis 3 semaines. Ça, j'avais été guidée par ma fameuse numérologue qui m'avait expliqué comment méditer. Donc, j'avais ce cheminement et je leur ai partagé ce cheminement. Et puis, en fait, on a fait ça tous les jours pendant le confinement. Et puis, très vite, en fait, ma mère m'a demandé de rajouter ses amies. J'ai rajouté les miennes qui ont rajouté leur mère. Mais j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur la méditation. Ça apporte quoi ? Ça apporte énormément de choses. Déjà, ça apporte de s'arrêter dans ce monde qui va tellement vite, où on est tout le temps en train d'agir, d'être dans l'action. On arrête le faire, on est juste dans l'être. Donc, dans les méditations telles que moi je les guide, on commence toujours par à la fois respirer, donc déjà prendre conscience de son souffle, prendre conscience qu'on est en vie, qu'on est là, juste mettre de la conscience dans ce qui se passe. On met de la conscience dans son corps, parce que très souvent, on le voit comme un espèce de truc qui est là, qu'on n'a pas choisi, et puis on en fait ce qu'on peut. Mais en vrai, le corps, c'est un peu plus que ça. Donc là, on prend conscience du corps, on fait des body scans, et on peut le faire dans plein de manières différentes, parce qu'il y a plein de manières de ressentir son corps. Et puis après, on prend conscience de là où on est, et puis parfois, peut-être, on s'évade, on va se projeter ailleurs, on va se projeter dans une nature, dans un paysage, on va se projeter dans quelque chose d'autre. Et puis, moi, j'ai apporté pendant tout ce confinement, à chaque fois, des réflexions, des pistes de prise de conscience d'autre chose, des sujets qui me venaient. Et pour le coup, moins je le préparais, plus c'était intuitif et plus c'était juste. Et plus les personnes en face vivaient des choses incroyables. Et donc, ça a apporté une vraie parenthèse dans un quotidien qui était très, très compliqué à vivre, en plus pour les gens. Ça a rapporté du lien, parce qu'on était tous ensemble. Donc, à la fin, il y avait plus de 80 personnes sur cette chaîne de Zoom. Alors, jamais en même temps, mais il y en avait facilement 20-25 tous les soirs. Incroyable. Donc, elles se voyaient les unes les autres. Donc, c'était hyper sympa. Et puis, c'était une exploration de soi. Et ça, j'ai adoré guider ça. Donc ça a été, voilà. Donc ce chemin, en fait, il a commencé comme ça, mais c'était hyper naturel, hyper fluide, parce qu'au sortir du coup du confinement, j'avais guidé des méditations tous les jours pendant 3 mois, certains jours midi et soir. Et puis avec des très bons retours de l'autre côté. Donc je me suis dit, je peux peut-être aller mettre en place mon réseau et le faire de manière financière pour le coup auprès des entreprises. Donc j'ai animé des méditations d'entreprise ensuite pendant 1 an et demi, en activant mon réseau que j'avais de mes vies d'avant. Donc, je suis allée animer des méditations en entreprise pendant 1 an et demi. Et puis de là, toujours en m'écoutant, je me suis dit, parce que pendant que j'ai animé ces méditations, j'ai commencé assez vite à sentir des choses dans mes mains que j'avais jamais ressenties avant et que j'expliquais pas. C'est quoi ? Des sensations, c'était pas des picotements, mais vraiment une sensation. Je sentais qu'il se passait des trucs dans les mains. Et je savais pas ce que c'était. Donc, j'ai commencé à me renseigner, toujours avec notamment cette fameuse numérologue. Non, mais tu peux pas nous dire, je sentais qu'il se passait des trucs dans mes mains sans nous expliquer quoi. Il se passait quoi dans tes mains ? Comme si elles étaient remplies de quelque chose. En fait, comme si donc quand j'ai animé méditation, j'avais mes mains posées comme ça, très naturellement. Je me suis pas dit, tiens, je médite, il faut que je pose mes mains comme ça. C'était spontanément, mes mains se sont posées comme ça. Et puis, assez vite, en fait, j'ai senti, comme si elles étaient remplies de quelque chose, mais de pas palpable, de pas visible. Enfin, il y avait rien dedans. Et même parfois, ça m'est déjà arrivé, même parfois, de regarder, mais est-ce que j'ai mis un truc dans ma main ou parce que je sentais qu'il se passait quelque chose, qu'elles étaient habitées, qu'elles étaient lourdes, qu'il y avait quelque chose de palpable, de ne pas visible. Ça, c'est quand tu étais en méditation. Ouais, quand je guidais les méditations. Et moins je les préparais, et plus je le sentais. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important de préciser que moins je les préparais, plus je le ressentais ? Parce que quand je les préparais pas, je sortais des trucs, mais je me disais, mais d'où je sors ça ? Mais d'où ça me vient ? Et en fait, ça me venait d'ailleurs, c'était là, et il fallait juste que ça sorte. Et peu à peu, je prenais conscience que je devenais un médium, je devenais moi un moyen pour que l'information soit diffusée, mais que ça passait à travers moi. C'était pas mon mental qui préparait. Jamais je me suis mise avant. Je l'ai fait au tout début, c'était mon mental. Je me disais, tiens, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui ? Et je réfléchissais. Et en fait, très vite,
Mais très T'as vite, au arrêté bout de de 4 préparer. jours, j'ai arrêté de préparer et j'ai laissé le thème venir. Et parfois, ça me venait d'un coup, je suis en train de cuisiner et je me disais, j'avais mon intuition qui me disait ah, aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Ah, aujourd'hui, on va emmène-les en haut d'une montagne et fais-les voler. Enfin, je sais pas, j'avais des idées comme ça qui me venaient et du coup, je me disais, bon, bah, ok, on va faire ça. Et hop, et voilà. Et du Et- coup, tout s'est enchaîné à partir de là. Est-ce que tout le monde est capable de ressentir ces choses-là ou c'est un don qui est réservé à une élite? Il y a plusieurs visions de ça, plusieurs théories, donc je vous laisse aller les chercher si vous voulez, je vous donne la mienne évidemment. Moi, je pense profondément que tout le monde est en capacité de ressentir ça. L'énergie, elle est partout, elle est tout le temps. Si on en croit la physique quantique, il y a beaucoup plus d'énergie que de matière. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est infime par rapport à la réalité de ce qu'est en matière l'énergie. Tout ce qui est vide autour de nous, c'est de l'énergie. Donc il y a beaucoup plus de place d'énergie dans le monde que de place de matière. Donc l'énergie, elle est partout. Et oui, on peut tous la ressentir, évidemment. Vu qu'elle est là, elle est en nous. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas une question de croyance. Et pour le coup, j'ai vraiment ensuite accompagné ou fait des soins énergétiques à des personnes qui n'y croyaient pas. Et ça fonctionne de la même manière. Ah oui, on Ouais. est tous réceptifs. Ouais. Mais Après, c'est quoi un soin énergétique? je reviens juste sur on est tous réceptifs. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on peut tous la capter. Après, la capacité à donner un soin énergétique ou à encore aller plus loin encore avec l'énergie, ça, alors évidemment que comme tout, le don peut rentrer en compte, mais c'est surtout une question de volonté. Est-ce que c'est pas parce qu'on peut tous sentir l'énergie qu'on a tous envie de donner des soins énergétiques, tu vois? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique? C'est à un moment donné, quelqu'un, espérons-le bien intentionné, qui a envie par l'énergie de prendre soin de la personne dont il s'occupe, ou des personnes, parce que ça peut être collectif aussi. Donc, comment est-ce que je prends soin? La première étape indispensable, c'est l'écoute. C'est déjà, j'écoute ce que l'autre a à me dire. Et ça peut être une écoute verbale, donc j'entends ce que l'autre verbalise, mais avec un soin énergétique, je viens écouter ce que l'autre n'est pas forcément en mesure de verbaliser. Je viens juste écouter ce qui se passe en elle, en lui, et ce que l'énergie a à me dire. Donc c'est un dialogue avec l'énergie, et lorsque la personne qui prodigue le soin a à cœur de faire en sorte que l'autre aille mieux, de le guérir, enfin pas de le guérir, mais de lui apporter du soin, eh bien en mettant notre intention et notre envie dans le fait de le soulager, de le faire aller mieux, eh bien on prodigue un soin énergétique. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un soin énergétique? Juste à prendre soin de soi. Et ça peut être tout. C'est-à-dire que ça peut être une douleur chronique qui ne passe pas. Ça va des migraines à... parfois, j'ai eu des gens qui avaient des torticolis et des douleurs et des blocages dans le cou, mais depuis des années, qui ne tournaient pas complètement la tête depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça peut être quelque chose de très physique, soulager des maux physiques. Ça peut être parce qu'on sent qu'on est tout le temps justement vidé d'énergie, qu'on est tout le temps fatigué, une espèce de fatigue un peu chronique qui passe pas. Ça peut être aussi un soin énergétique parce qu'on s'aperçoit qu'on est un peu bloqué dans sa vie et qu'on ne sait pas trop par où avancer ou comment prendre les choses. En fait, ça peut être tout ce qu'on veut dès lors qu'on a envie d'aller mieux, j'ai envie de dire. Tu vois? Et ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel, ça peut être de n'importe quel ordre parce que dans ce monde de l'énergie, il n'y a pas vraiment de distinction. Tout est très lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une douleur physique, c'est juste ton corps qui te parle, qui émet un message, mais ce message, il est aussi présent au niveau de ton corps émotionnel, de ton corps mental, de tes corps plus subtils. Donc, peu importe la clé d'entrée, on va de toute façon se raconter la même histoire. Que tu viennes me voir parce que tu as mal au genou ou parce que tu es déprimé, c'est juste une clé d'entrée et c'est une manière pour toi de l'identifier. Mais de toute manière, la personne qui derrière fait le soin, elle va aller chercher des informations ailleurs, dans l'énergie. Et il faut plusieurs soins? Ça dépend. Il n'y a pas de règle. Enfin, avec moi, il y en a peut-être d'autres qui vont te dire, oui, il y a un protocole. Moi, il n'y a pas de règle. Ce que moi, j'observe, et ça, c'est vraiment important, c'est que, en fait, ce n'est pas la personne qui te fait le soin qui va faire le travail. C'est toi. Donc, si tu es réceptive à ce qui se passe, si pendant le soin, ce que tu comprends, c'est qu'il y a des choses profondes à changer dans ta manière de voir les choses, dans ta possibilité de pardonner à certaines personnes, à certains actes, dans une capacité à prendre plus de temps, à vivre autrement, et que tu ne le fais pas,
C'est pas de la magie, il va rien se passer. On va juste mettre en lumière, voilà la situation, voilà d'où elle vient. Moi, je vais toujours préconiser, voilà ce qu'on peut faire et toujours, en fait, je vais donner des exercices pratiques, très dans la matière à faire pour essayer de transformer et d'aller mieux. Mais si tu le fais pas, il va rien se passer. Et en fait, vraiment, et ça, c'est central pour moi, il ne faut pas mettre l'espoir d'un aller mieux, d'une guérison mentale, émotionnelle, psychique, ce qu'on veut, Sans être acteur soi-même. dans un autre. Ouais, c'est pas au thérapeute de te guérir. Le thérapeute, il va te donner les outils. Enfin, en plus, je ne suis pas thérapeute, mais la personne, l'interlocutrice, l'interlocuteur, c'est pas à eux de te guérir. Eux, ils vont juste te dire, voilà ce qui se passe, voilà ce que l'énergie te dit, je vais t'aider à la remonter et on va essayer d'aller mieux, mais c'est à toi de faire tout le boulot. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bah ouais. Et puis, c'est un mouvement de l'intérieur, c'est-à-dire que si tu attends juste que tout soit fait pour toi sans t'engager, il se passe peu de choses. J'aimerais savoir comment ce changement, ce virage à 180 degrés a été accueilli par ton mari, qui pour le coup est très cartésien. Ouais. Franchement, il a été et il est encore assez formidable parce que déjà, il m'a jamais mis de stop et pourtant, vraiment, j'ai fait des trucs très perchés pour lui. Mais il m'a jamais mis de stop, il m'a jamais jugé. Et donc, au tout début, on revient là toujours à ce fameux 2019, quand je lui ai expliqué que je sentais qu'il y avait un chemin, mais que j'avais peur de le prendre parce que j'avais peur de moi en prendre un et que lui, il reste sur son chemin qu'il avait et que j'étais d'accord d'avoir au début et que du coup, on s'éloigne complètement et qu'on se perd l'un l'autre. Et lui m'a rassurée là-dessus en me disant que ça resterait toujours moi et qu'il m'aimerait tel que je suis et tel qu'il m'a aimée depuis qu'on s'est rencontrés. Donc ça, déjà, c'était une vraie preuve de réassurance pour moi et de mise en confiance. Et lui, il m'a dit, et je lui ai dit, qu'est-ce qui ferait que pour toi, ce serait plus possible ? Quel est ton no-go ? Et il m'a dit, il a réfléchi et il m'a répondu que ce qui serait vraiment pour lui un deal breaker, ce serait que je me mette à faire du prosélytisme, que j'essaye de convaincre tout le monde que j'ai raison, que j'ai compris les choses et que tout le monde doit faire comme je pense. Il dit ça, c'est tellement contraire à mes valeurs et à qui je suis que je ne pourrais pas supporter que ma femme devienne gourou, quoi. Et c'est super important et intéressant et vrai, ce qu'il a dit. Et donc, tant qu'il y avait ça, et tant qu'il y a ça, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, tout va bien. Et le fait que moi, je lui raconte franchement tout, absolument tout, toutes mes expériences, toutes mes réflexions, le pauvre, il entend tout. Il porte quel regard là-dessus ? Très neutre. C'est-à-dire que déjà, il juge pas, et ça, je pense que c'est fondamental. Il me laisse, c'est-à-dire il est neutre. Il m'a quand même beaucoup soutenue, y compris financièrement, parce qu'au début, j'étais loin de gagner beaucoup ma vie avec ça les premières années. Donc, il était là financièrement, évidemment, et c'était énorme. Enfin, c'était énorme pour moi. Et sans lui, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je lui dois énormément, et je lui dis souvent. Et un regard quand même, alors il a évolué, je ne peux pas dire qu'il n'a pas évolué parce qu'il a évolué, mais il apprécie, je pense, le fait que je ne cherche jamais à le convaincre. Je ne dis pas, mais si, fais ça. Il voit ce que ça fait. Ça l'a beaucoup rassuré très tôt de voir les effets chez les gens et donc de voir que je n'étais pas juste devenue folle du jour au lendemain, mais que j'avais des témoignages de gens qui parlaient d'eux-mêmes et qui témoignaient d'aller mieux, de plus avoir leur douleur, de ne plus boiter, de retourner le cou, de tomber enceinte, enfin plein de choses aussi incroyables les unes que les autres. Donc, ils voyaient bien ces témoignages-là. Et ils voyaient qu'à côté de ça, je gardais les pieds sur terre et que je restais celle que j'étais. Donc, il a été d'un magnifique soutien pour ça. Et le fait qu'il y croit pas, entre guillemets, c'est génial pour moi. Parce que du coup, ça me rappelle que le monde n'est pas tout le monde comme moi. Et c'est génial de se dire, en fait, on vit ensemble. Et on sait continuer à s'aimer et à vivre ensemble et à se respecter et à se tolérer alors qu'on n'a pas la même vision du monde. Et à chaque fois que, avec nos enfants, par exemple, quand elles ont des questions un peu spirituelles, philosophiques, etc., moi, je leur apporte ma vision du monde, mais je leur dis toujours, va poser la même question à papa, parce qu'il n'a pas la même vision que moi, et c'est important que vous ayez les deux sons de cloche, et puis vous verrez en grandissant ce qui vous parle. Mais de pas, moi, prendre l'apanage de c'est moi qui vais me charger de leur éducation et de tout ça, parce que j'ai compris les choses. Non. Justement, tu as devancé ma transition. En quoi ça a changé ton rapport à la maternité, à l'éducation, à tes filles, depuis que tu as opéré ce changement ?
Bah, du coup, je vais moins vite. Je suis beaucoup plus, je pense, dans l'écoute. Euh, et ouais, je pense que j'essaie beaucoup plus de En fait, je les vois plus, je pense, comme des êtres à part entière, et non pas comme mes enfants, qui doivent être comme moi, qui doivent penser comme moi, je leur laisse, j'espère, j'essaye en tout cas, complètement leur individualité. Et je pense que je prends vraiment beaucoup plus le temps de les écouter. Et je pense que parce que j'essaye de rester dans cette intuition, ça me donne une grande créativité dans la façon de pouvoir gérer leurs conflits, de les accompagner, parce que je suis toujours dans cette écoute-là. Et je pense que je ne l'aurais pas su l'être de cette manière-là ou autant sans ce virage dans ma vie. Donc ça t'a rendue plus tolérante, plus bienveillante, plus patiente. Et plus à l'écoute, c'est vraiment plus à l'écoute, je pense. J'ai toujours été quelqu'un qui écoutait. J'ai toujours été dans les bandes d'amis, etc. Quelqu'un qu'on venait voir pour écouter, qui avait la réputation de bien écouter. Mais je pense que j'écoute mieux. J'écoute mieux et je sens plus. Je pense qu'avant, ça restait plus en superficialité. Je pense avoir gagné en profondeur et en capacité à ressentir plus les choses vraiment au fond. Et pas juste à survoler un petit peu tout, qui est parfois le défaut quand on va très vite. C'est qu'on survole un peu tout, on fait plein de trucs, mais de haut, quoi. Là, on prend plus le temps. Et je pense qu'il y a cette notion d'écoute et de disponibilité. Alors là, tu nous as décrit un parcours qui donne envie, assez fluide. Est-ce que tu as rencontré des embûches? Est-ce qu'il y a eu des freins, un frein, pas de frein pendant tout ce parcours? Le frein, et qui est toujours là en fait, c'est celui que je me mets à moi. C'est le fait parfois de me dire, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ça suffit? Et qui fait que parfois, je peux me dire, non mais arrête tout ça, reprends un job salarié, retrouve la sécurité. Le frein, c'est d'être d'accord de composer avec l'incertitude, de choisir la foi plutôt que la peur, de dire si, je sais que je suis sur mon bon chemin et ça va aller. Et c'est cette peur qui peut être cet obstacle-là. Et c'est très souvent une peur qu'on se raconte, qui n'est pas une peur réelle. Parce qu'encore une fois, alors je suis très consciente que c'est une chance énorme et qui n'est pas du tout donnée à tout le monde, mais j'ai mon mari qui est là. C'est-à-dire que même si demain, j'avais plus du tout de clientes, financièrement, on ne devrait pas déménager et on ne serait pas à la rue. Mon mari, il arrive à tenir financièrement notre foyer. Donc, je contribue autant que je peux, comme je peux et de plus en plus. Mais ça ne repose pas sur mes épaules. Donc ça, évidemment, c'est énorme. Et ça, c'est un frein que beaucoup ont. Donc moi, je ne l'ai pas, celui-là. Mais il y a toujours cette envie de plus qui reste, cette peur que ça décolle pas assez, que ça aille pas assez vite. Voilà, le regard des autres, ça n'a jamais été un frein pour moi, parce que c'est pas quelque chose qui, moi, m'affecte. En tout cas, pas sur ce domaine-là. Mais en revanche, ouais, ce frein, c'est plus de dire, il faut plus. Ça peut être ça. Aujourd'hui, tu as fondé Anasha. Est-ce que tu peux nous en parler? Anasha, c'est la continuité de ces 6 années d'exploration pendant lesquelles je me suis formée à la méditation, enfin méditation intuitive, mais ensuite j'ai quand même fait des petites formations au yoga, yin yoga, prénatal, postnatal, vinyasa, yoga nidra, etc., au cercle, enfin à plein de choses. J'ai continué à expérimenter plein de choses également, le silence entre autres, enfin plein de choses, le breathwork. Bon. Et au bout de ces 6 années, je me suis aperçue que là où je m'étais définie pendant quelques années comme une prof de yoga, qu'au fond, j'étais devenue autre chose que ça. À mon grand désespoir, prof de yoga, parce que je trouve ça tellement réducteur par rapport à ce que tu es et ce que tu apportes autour de toi. Bah, merci. Et on est bien d'accord. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je me définis plus du tout comme ça. Je suis consciente qu'aujourd'hui, le yoga est un outil parmi tant d'autres que j'utilise ou pas dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, Anasha, c'est l'acceptation que ce que je suis et ce que je propose, je dirais que c'est 2 choses. Il y a à la fois, à travers les accompagnements, l'idée c'est d'éveiller la conscience, de t'ouvrir
les yeux, le cœur, la conscience sur ce qui se joue vraiment en toi, sur le désir profond, sur le besoin, sur le... Se connaître, tout simplement. Se connaître, exactement. Et comme il ne s'agit pas juste de dire, voilà ton sujet et ciao, bye bye, derrière, il y a un vrai accompagnement. Donc aujourd'hui, avec Anacha, c'est tout un espace que je crée en one-to-one pour la plupart du temps, pour explorer qui on est, pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous, pour mettre de la conscience dans notre corps, dans nos ressentis, dans nos émotions, dans nos envies, dans nos désirs, dans nos besoins, dans nos peurs, de mettre de la conscience. Et ça apporte quoi au quotidien, de mettre de la conscience ? Ça apporte de vivre plutôt que de faire. En fait, il y a tellement de choses qu'on fait par automatisme, qu'on fait parce qu'on les a toujours fait, qu'on fait parce que tout le monde les fait, sans se demander, en fait, est-ce que ça me va ? Pourquoi je le fais ? Est-ce que ça me correspond ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et sans même se demander de quoi est-ce que j'ai besoin ? De quoi est-ce que j'ai envie ? J'accompagne parfois des femmes quand je leur dis, ou même en retraite, souvent je peux poser cette question, la liste de nos envies. Et très souvent, j'en vois, c'est chou blanc. Je sais pas, je sais plus. Parce qu'en fait, ça fait des années que je me pose plus la question de savoir de quoi j'ai envie. Donc je ne sais même plus le dire. C'est très vrai ce que tu dis. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Je précise que je suis partie 2 fois en retraite avec toi. Une retraite de 5 jours en Sicile et une retraite d'1 week-end dans le Perche. Et tu nous as... Alors avec toi, en retraite, c'est que des invitations. Il n'y a aucune injonction, il n'y a aucun interdit. Je vous invite à ne pas fumer. Mais si vous fumez, fumez en conscience. À chaque cigarette, demandez-vous qu'est-ce qu'elle vous apporte, pourquoi vous avez allumé cette cigarette. Et le fait de mettre de la conscience, même dans le geste de fumer que normalement on fait machinalement, ça apporte une vraie remise en question. Enfin, il y a tout un cercle vertueux qui se met en place. Et je trouve ça génial. Et en fait, cette notion d'invitation, elle est présente évidemment dans mes retraites, mais pareil dans mes accompagnements. C'est-à-dire que je vais jamais te dire « fais ci, fais ça », parce que ça ne sert à rien. Si ça vient pas de toi, il va rien se passer. Encore une fois, moi, je suis pas magicienne et ne croyez jamais un magicien ou une magicienne, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inviter à mettre de la conscience. Là, en ce moment, là, depuis 3 jours, j'ai lancé un challenge « moins de téléphone, 0 sucre ». Et ce que j'arrête pas de marteler dans ce groupe d'une 50aine de personnes qui font partie de ce challenge, c'est il ne s'agit pas de se juger. Il ne s'agit pas de dire j'arrête de manger parce que je veux porter un maillot de bain dans 2 mois. On s'en fout. C'est pas le sujet. C'est juste mets de la conscience. Pourquoi est-ce que tu veux manger ? À quoi est-ce que ça vient répondre ? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qui fait que tu as envie ? Et là, les premières choses qui sortent, et ils sont plusieurs à le dire, c'est ah ouais, mais au fond, c'est OK pour moi d'arrêter de manger du sucre, mais il y a la galette des rois de la boîte. Ah oui, mais j'étais avec des copines, elles ont toutes pris un dessert. Du coup, elles me regardaient genre, quoi, tu prends pas de dessert, t'es lourde. En fait, et je dis, mais c'est merveilleux. Du coup, vous pouvez commencer à conscientiser et à travailler, si vous en avez envie, sur l'importance du regard des autres pour vous. Et en quoi est-ce que faire plaisir aux collègues, aux boss ou aux copines, c'est à un moment donné plus important que d'explorer quelque chose que vous vous êtes dit que vous allez explorer pour vous. Et donc, c'est des pistes de réflexion. Éveiller la conscience, c'est juste arrêter d'être en mode robot et pilote automatique. Et limiter le téléphone, évidemment, c'est une des premières étapes assez indispensables. Et en retraite, tu le sais, on l'a très peu parce que ça permet de créer du lien avec soi, avec les autres, avec la nature. Donc, cette prise de conscience, en fait, elle te reconnecte à toi, à qui tu es vraiment et de manière profonde, pas juste superficielle. Et pour ça, il faut mettre de la conscience. Alors, à propos de couper le téléphone un maximum, est-ce que tu aurais 3 tips à partager avec nos auditrices, nos spectatrices, pour rééquilibrer nos énergies, mais rapidement, en 5 minutes, entre 2 réunions, avant d'aller chercher les enfants à l'école, enfin, dans notre quotidien ? Ouais. Le premier, qui est fondamental, qui est la base de tout, c'est respirer. C'est-à-dire respirer en conscience, encore une fois. Avant une réunion, avant de hurler sur les enfants, avant de céder justement au carré de chocolat alors qu'on s'était dit qu'on allait arrêter, tu respires profondément, t'expires, et déjà rien que ça, tu fais ça 5 fois, profondément, déjà ça c'est super. Et tu vois ce qui change. En général, ton énergie, elle shift, parce que tu reviens
à l'instant présent. T'arrêtes d'être dans ta tête, dans ton mental, tu reviens au corps, tu reviens à maintenant, t'es plus posé. Et donc potentiellement, en général, t'as moins envie de crier. Tu peux te dire, bon bah en effet, là ce morceau de gâteau, je J'en peux aime m'en pas passer spécialement, parce que je oui. prends le temps de respirer. Je redeviens maîtresse de mon temps, de mes envies, de mes désirs. C'est pas juste un automatisme. Je sors du mode robot. Donc je respire. Ça peut être tout simplement juste, je prends une profonde inspiration et j'expire profondément 3 fois. Et si vous avez envie, on va plus loin. On fait certains types de respiration, de la cohérence cardiaque, des respirations, on expire plus longtemps, mais peu importe. Et c'est ce que je dis beaucoup aux femmes enceintes que j'accompagne. On a, pendant tous les mois de préparation, on voit plein de respirations différentes. Et plus on se rapproche de l'accouchement, plus je leur dis, le jour J, oublie tout, respire. Juste respire. En fait, il ne faut pas que ça redevienne une to-do list. C'est juste, on respire. Donc ça, c'est la première chose, mais qui est vraiment fondamentale. La deuxième, pour être plus présente, bah oui, c'est on essaye de réduire le téléphone. Et à nouveau, avec conscience, avec bienveillance. Pourquoi est-ce que je le cherche? À quel moment? C'est pour pallier quoi? De l'ennui, de la peur, du stress? À quoi est-ce qui vient répondre? En fait, il faut être consciente que ce soit le téléphone, que ce soit le sucre, que ce soit la clope, que ce soit plein de choses comme ça qu'on fait, ce sont des addictions. Donc, qui dit addiction, ça vient répondre à quelque chose. Ça vient répondre à un manque, ça vient répondre à une peur, ça vient répondre à une blessure. Si on prend un tout petit peu le temps de mettre de la conscience sur « mais qu'est-ce que je viens faire en fait ?» Et bien déjà, on se met une petite couche d'indulgence parce qu'on se dit « ouais, mais en fait là, j'ai une tellement mauvaise nouvelle que ce gâteau au chocolat, j'en ai besoin. Formidable, mange-le. » Mais prends conscience que quand tu le manges, c'est à ça que tu réponds. C'est pas le fait que « ah, je suis nulle, j'ai pas de volonté. » Non, il y a des gâteaux au chocolat dont on a besoin parce qu'ils nous font du bien. Et parce que là, momentanément, il n'y a que ça qui peut nous apporter ce réconfort-là. C'est vrai, c'est faux, peu importe. Mais si c'est ça qui nous fait du bien, allons-y, sans culpabilité. Donc, pour ce qui est du téléphone, c'est compliqué de dire que vraiment il nous fait du bien. Parce qu'en vrai, il ne nous fait pas beaucoup de bien. Alors oui, ça nous garde en lien. Donc ça, c'est OK. Faut distinguer évidemment le téléphone. J'appelle ma mère qui habite, ou peu importe où d'ailleurs, à l'étranger ou au coin de la rue, c'est pareil. Ça crée du lien, magnifique. Le téléphone pour juste scroller indéfiniment, ou faire des jeux, ou... Bon, là, il faut m'expliquer ce que ça apporte, concrètement. Donc, on essaye de réduire, toujours avec indulgence. Peut-être qu'on se dit, ah bah tiens, la première chose, évidemment, si on a des enfants, quand on voit son enfant aller dans la pièce, on lâche le téléphone. Mais vraiment, c'est-à-dire que le côté où ton enfant vient et te raconte ta journée ou te pose une question et tu dis, oui, tout à fait. Non, mais je t'écoute, hein. Et tu es là en train de répondre à un message ou de scroller en même temps. C'est hyper violent pour l'enfant en face. Donc ça, le téléphone face à vos enfants, vous le mettez de côté. Ou alors tu lui dis, attends-moi une seconde, ne bouge pas, je dois finir ce message, je l'envoie, comme ça après je suis tout à toi. Ça, il peut l'entendre. Mais le côté, oui, vas-y, je t'écoute en même temps, il y a un truc qui ne va pas dans le message. Donc on limite le téléphone et on y va petit à petit. Peut-être qu'au début, on l'enlève quand on est entouré de gens. Peut-être qu'on essaie de l'enlever dans sa chambre le soir. Peut-être qu'on se dit, je m'accorde au moins 1 heure le matin, en démarrant ma journée, sans téléphone, je ne le prends que 1 heure après mon réveil. On trouve des petites astuces comme ça. Ou peut-être qu'on se dit, pendant les transports, je l'arrête, je regarde où je marche, je regarde autour de moi. On fait des tests, on explore. D'accord ? Et la troisième chose, qui vient un peu, je pense, dans le même chemin que l'exploration, c'est mettez de la joie. En fait, pour arriver à breaker, en fait, parfois, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette joie ou qu'elle n'est pas là assez souvent. Donc, c'est intéressant et c'est important de se dire, mais qu'est-ce qui me procure de la joie ? Comment est-ce que je fais pour me mettre en joie ? Et ça peut être juste une chanson qu'on va écouter dans la voiture ou en rentrant à la maison. Ça peut être un câlin en conscience parce qu'on est consciente que ce câlin, il est juste trop cool, que ce soit avec son mari ou avec ses enfants. Ça peut être avec un animal de compagnie. Enfin, peu importe, mais chercher de la joie. En fait, c'est pas du tout OK qu'on passe des journées entières, encore moins des semaines ou plus, sans joie. Donc, comment est-ce que je fais pour cultiver cette joie un peu tout le temps ? J'ai envie de t'applaudir. Le mot de la fin. Si tu devais donner un conseil aux femmes qui se sentent un peu en décalage par rapport à elles-mêmes dans leur vie et qui ont envie de changer de voie, est-ce que tu aurais un conseil ? Oui. Premièrement, je leur dirais, n'ayez pas peur, ça va bien se passer.
écoutez-vous, faites-vous confiance. Et en fait, il y a un moment où l'inaction et rester là où on est commence à nous coûter plus que de changer. Et où la peur de rester exactement dans la vie telle qu'on l'a construite est plus grande que la peur du changement. Et à ce moment-là, le changement, il devient facile. Et donc, c'est arriver à écouter ça et à sentir ça. Et vraiment à se remettre au centre, à se dire, mais en fait, si ma vie, ça reste ça tout le temps, et là, ça peut être tout, hein, c'est le travail, mon lieu de vie, mon conjoint, enfin tout. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est vraiment mon choix? Et si c'est pas le cas, eh ben c'est OK en fait. Tout va aller. Mais ce qui va pas, c'est de complètement s'oublier, de plus écouter. Et à un moment, ça nous coûte plus que le risque du changement. Donc c'est se faire confiance et y aller. Je compléterai avec une citation de Bob Marley que Vas-y, j'ai j'adore. apprise la semaine dernière. La stabilité, c'est le mouvement. Exactement. Et vraiment, il faut bien comprendre ça. Hein. La vie, on a parlé d'énergie, on a parlé de joie. La vie, c'est le mouvement. La seule chose qui ne bouge plus, c'est vraiment l'inertie, c'est dans la mort. Je veux dire, quand on voit notre cœur qui bat, c'est un encéphalogramme qui bouge. La linéarité, la stabilité, l'encéphalogramme, c'est quand on est mort. Donc, il ne faut pas chercher à tout prix cette espèce de rien ne doit bouger autour de nous. Mais ça ne marche pas. La vie, ce n'est que du mouvement. Donc, il faut surfer sur la vague plutôt que de boire la tasse en permanence, quoi. Donc, pour ça, on écoute soit les messages, son intuition, pour être dans ce rythme de la vie et pas essayer d'aller contre à chaque fois. On est aware. Exactement. Est-ce que tu as encore une minute, Charlotte? Évidemment. Alors, on va passer à la minute débordée. Je vais te poser Vas-y. des questions. Tu vas me répondre du tac au tac, Vas-y. sans réfléchir. Vas-y. On y va. Est-ce que tu es plutôt levé à 5 heures du mat pour méditer ou couché à 6 heures pour souffler seul? Lever à 5 heures du mat. Ton repas de la flemme pour sauver tes soirées? Une soupe. Ton chrono pour te préparer le matin? Et on veut la vérité. 8 minutes de douche, 2 minutes de maquillage et 30 secondes d'habillement. Je mets des leggings tous les jours, alors c'est facile. Le mot que tu répètes 50 fois par jour? C'est OK. Je savais. Celui que tu aimerais rayer du dictionnaire? Tais-toi. Ta dernière larme, c'était quand? C'était samedi dernier. On a regardé un film avec mon mari et notre fille cadette, qui est un Disney des années 90, qui s'appelle L'Incroyable Voyage. C'est l'histoire de 3 chiens qui traversent les États-Unis pour aller retrouver leur maître. Et ça m'a fait pleurer. Ton dernier fou rire? Et je pense que c'était hier. C'était hier avec le chien, qui est un chien qu'on garde en ce moment, qui est comme le nôtre, et qui me fait beaucoup rire. Et donc, j'ai pris un fou rire avec le chien. La valeur numéro 1 que tu aimerais inculquer à tes enfants? L'écoute d'elle-même, des autres, du monde. L'écoute. C'est quoi pour toi l'ingrédient secret pour être une bonne maman? L'écoute. Ça va être un fil rouge, je tourne en rond. Ouais, mais sincèrement, oui, je pense l'écoute. Ton pire défaut? Même celui que le yoga n'a pas réussi à gommer? Je crie quand même encore. Ouais, je pars un peu trop au quart de tour. C'est encore le vide qui me reste. L'activité kids-friendly qui donne pas mal à la tête? Une balade en forêt? À Paris? Ah, à Paris. À Paris, si, alors celle que nous on fait. Mais à la maison, ça compte ou faut que je te mène à l'extérieur? Ce que tu veux. On colorie. On se fait des gros coloriages géants, là. Je pensais que tu allais nous parler du parcours contemplatif à la Ah, Fondation Louis Vuitton que tu animes. Je peux, c'est vrai que ça donne pas mal à la tête, ça. Ouais, ça c'est super de permettre aux enfants, quel que soit leur âge, d'accéder à l'art avec un regard un peu différent. Donc j'ai co-créé avec la Fondation Vuitton depuis 4 ans maintenant, des parcours où il y a un médiateur avec moi qui, lui, donne des informations sur les œuvres. Et moi, à côté, je leur donne un regard un peu différent en apprenant à respirer, à méditer, à ressentir les œuvres. Et en fait, ça, à nouveau, c'est de mettre de la conscience. C'est d'être devant une œuvre d'art et d'apprendre dès le plus jeune âge à prendre conscience de ce qu'elle nous fait, de ce qu'elle nous provoque, de ce qui se passe en nous. Et ça, ouais, c'est super chouette. Le livre ou le film qui a changé quelque chose en toi? Un qui a été assez marquant pour moi, c'était... Je vais voir si je te connais, Jonathan Lehman. Oui. Ouais, et il y en a eu plein d'autres. Mais c'est vrai que celui-là, donc c'est le journal intime des antisèches du bonheur, m'a plu parce que il y avait plein... j'ai trouvé drôle. Et j'aimais bien ce côté, ça reste un mec normal. En fait, parfois,
certaines lectures que j'ai pu avoir, ou même des films ou autres, on est un peu hors sol, on est un peu hors de notre réalité. Et moi, j'aime vraiment ce côté, on peut être une maman, un papa, un être humain très ancré dans notre monde réel avec les vraies contraintes de cette vraie vie-là, et en même temps, développer, avoir à cœur d'être plus conscient, de prendre du temps, de développer sa spiritualité. Enfin, pour moi, tout n'est pas antinomique. Il ne faut pas forcément s'arrêter de bosser et se dédier à ça toute la journée. Et ça, j'ai commencé à le sentir un peu dans ce livre, qu'on pouvait coexister. On peut être perché tout en gardant les pieds sur terre. Exactement. Et d'ailleurs, plus tu veux te percher, plus il faut mettre tes pieds sur terre. Donc, tu vois, ça tombe bien. Et pour conclure, parlons de moi. Oui. Dans quelle case énergétique tu me mettrais ? Je te mettrais dans la case des lumineuses, intuitives, qui ont à cœur de partager et de donner aux autres. Merci beaucoup. Ah, je prends. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. Merci à toutes de nous avoir regardés. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.